Bonjour. Bonjour. La première question, c'est quel est votre nom et où est-ce que vous vous trouvez actuellement? Alors, je m'appelle Joe Akouri et je suis au Liban, à Beyrouth, À Beyrouth. et voilà. Donc, OK. je suis un franco-libanais et j'ai la plupart du temps vécu au Liban. C'est bien, vous commencez à me parler parce que la deuxième question, c'était, qui êtes-vous comme personne? Ce qui inclut, vos intérêts, heu, vos valeurs, vos combats peut-être, vos passions, ce qui vous vient à propos de vous. Alors, ce qui me motive beaucoup et que j'essaie de transmettre à travers euh, des témoignages écrits, que ce soit à la communauté de la Gestalt, en News and Notes, ou que ce soit à travers des articles que je transmets dans la presse médiatique et dans certains journaux. Et le but est de pouvoir finalement euh, montrer dans un pays qui souffre de beaucoup de manque de citoyenneté, euh, comment le processus peut être engagé, un processus de vécu personnel, à distance du verbe qui est très dominant dans la société dans laquelle nous sommes. Et je me suis mis dans cette directive parce que j'ai longtemps souffert d'avoir subi la priorité du verbe parce que les enseignements du temps où j'étais à l'université, donc dans les années 75, donc c'était le temps de la guerre civile au Liban, les enseignants étaient très épris de l'approche psychanalytique. Et je cherchais à comprendre tout bêtement, en étudiant, ignorant de ce qui se passe dans la psychologie, comment les gens font. Et j'avais toujours cette réponse, sous des formes les plus sophistiquées des fois. Eh bien, pour comprendre comment les gens font, il faut interpréter. Ah! Il faut interpréter ce qu'ils disent, il faut interpréter les rêves, il faut interpréter le vécu de l'enfance. Et j'étais malade d'avoir subi tant de paroles qui ne menaient qu'à des interprétations. Et moi, ce que je cherchais à comprendre, c'est ce qui se passe chez l'être humain, surtout dans un contexte, mis à part l'université, un contexte qui est dominé par le verbe, mais qui ne va pas trop loin, qui reste un contenu verbal, pensé, mais pour garder des apparences sauves, des formes établies, des contextes euh, familiaux inamovibles, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est les traditions qui le dictent, et ce qui fait que la parole est à la limite, et ça, ce qui m'a beaucoup inquiété, j'ai commencé à parler du lien entre le processus de vivre une citoyenneté en soi et avec les autres comme un départ de toute identité citoyenne. Et c'est ce que j'ai voulu faire transparaître à travers le processus d'éveil en Gestalt, une Gestalt de conscientisation de ce qu'on fait pour se rapprocher et de ce qu'on fait pour se distancer. Et j'ai bien saisi au fil des années, parce que j'ai connu la guerre civile et j'ai connu d'autres guerres qui sont advenues au Liban, combien c'est important de ne pas rester dans le leitmotiv des mêmes phrases du genre oui, c'est comme ça parce que les autres, et c'est le contexte, et c'est la région, et puis finalement, ce qu'on peut faire, c'est étudier la situation, ce que d'autres pensent, et puis on ne peut faire que ce qui est possible. À la fin de l'échange, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien d'émis personnellement, il n'y a pas d'exemple vécu pour dire que je vous montre comment je vis,
Et c'est de cette façon que je souhaite que mon voisin puisse vivre, qu'on puisse être des citoyens qui partageons une république au sens propre du terme. Et voilà pourquoi, vu que les drames ont continué et se sont développés sous différentes formes, et au moment aussi où la citoyenneté s'est posée de façon de plus en plus forte, j'ai adhéré à des groupes au niveau des médias pour pouvoir transmettre justement une vue de la citoyenneté qui se passe à travers la personne. Avant d'en parler, de prendre conscience de ce que nous ne faisons pas comme acte citoyen. De prendre conscience de ce qui fausse notre citoyenneté, au lieu de parler de ce qu'il faut pour devenir citoyen. De commencer à dire ce que je ne fais pas, ce que la personne ne fait pas, et qui fait qu'elle reste dans le verbe et pas là. Elle reste dans le supposé savoir, parce que c'est censé que l'autre comprenne et que les influences se fassent, sortir du supposé savoir, qui fait partie aussi de toute une culture analytique qui domine beaucoup l'enseignement de la psychologie au Liban, pour passer à ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Or, j'ai bien compris qu'au fil des années, je vais entendre beaucoup de choses, que ce soit les pro-politiciens ou que ce soit les pro-adhérents à la société civile, dont je fais partie et fièrement. J'ai bien compris qu'il fallait faire bouger un volet indispensable, celui où les gens pourront regarder en eux les mots qui restent des mots, les phrases qui finalement ressemblent à ce qu'ils critiquent. Parce que c'est des phrases qui sont contraires, certes, très intéressantes, certes, des structures linguistiques très importantes pour des stratégies futures, mais où est le présent? Qui peut se distancer du fait accompli dans une famille? Parce que c'est l'aîné qui parle. Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça a à voir avec le mouvement, l'action et la présence à soi, avec, j'ai l'impression que c'est très fort ce que je reçois de vous, c'est quelque chose de très direct, hein, une envie de présence directe, mais vraiment d'action. Et c'est un peu comme si vous disiez, ça suffit de parler, agissons. Est-ce que c'est ça votre moteur? Est-ce qu'il y a plus que ça? Oui, il y a plus que ça. Je pense que pour agir, parce que moi aussi j'ai échappé à la dévastation du 4 août à Beyrouth, ça a été terrible. Et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je veux garder ça pour le passé. Et ce n'est pas le moment de ressasser le passé et de m'installer au présent. Mais c'est avec ce qui s'est passé qui a été terrible, à tant de niveaux, personnel, médical, dévastation de maisons. Et la suite qui s'est passée, c'est comme si vous êtes en train de quémander vos droits. Et ça, c'est terrible. Ça vous montre que finalement, ce n'est pas une question d'appuyer le processus d'éveil, de conscientisation pour une action d'abord. Vous me le dites et vous me le signifiez. Il faut agir. Oui, mais d'abord, il faut savoir quoi ne plus faire. Moins parler, plus agir. Moins se prendre au piège des perspectives et des projections banales ou des projections analysées et analytiques, et se mettre dans la peau de ceux qui ont faim. Quand on parle pour des gens qui ont faim, la première chose, c'est d'avoir l'expérience de ce qu'est une faim, de ce qu'est un besoin. Sentir avec l'autre, c'est d'abord se mettre un peu dans ses souliers. Ressentir une déprime parce qu'il n'y a plus rien qu'on puisse acheter, parce que la dévalorisation est terrible de la livre libanaise, il est très important de savoir qu'est-ce qui peut être fait au-delà
de la finance, au-delà de l'économie. Le troc fait partie de la culture moyenne-orientale depuis l'histoire des nomades et bien avant. Ce qui veut dire il est très important de pouvoir développer des issues humaines de ce que j'ai et de ce que je peux partager et ne pas se limiter à ce que je pense et ce que je crois et qui, par rapport à d'autres qui ne croient pas la même chose et ne pensent pas la même chose, on est au même poids. Tout s'arrête et les gens attendent de manger, de se chauffer, de se déplacer. Donc, ce que j'essaie de mettre en marche, c'est une dynamique de conscientisation qui fait que tout est possible quand on parle de coexistence et qu'on ne se limite pas à l'angoisse de la préservation identitaire. On ne se limite pas au parti pris pour préserver des acquis, mais on s'engage dans un échange strictement humain avec ce qu'on peut partager, de façon à pouvoir donner ce qu'on a en plus, peut-être, et pouvoir recevoir ce qu'on a en moins. Et le partage peut se faire à tant de niveaux. De un. De deux, c'est prendre conscience qu'on peut ne pas être d'accord sans être des ennemis. Qu'on peut écouter un avis qui ne nous plaît pas tout en gardant le contact pour essayer d'aller au-delà. Le point commun qui peut nous unir. Et ça, c'est une dynamique qui est très difficile dans un pays qui s'est habitué avec ses 18 composantes, qui s'est habitué à travailler pour leur préservation et à faire un équilibre entre ces donnes communautaires, alors que ce qui est aujourd'hui important et qui résonne dans toutes les communautés, c'est de pouvoir vivre en individu sans être humilié tous les jours par les manques qui ne font qu'augmenter. Donc, ce que j'essaie de transmettre finalement, c'est que la Gestalt, au-delà de la clinique strictement thérapeutique, la Gestalt, c'est une façon aussi de servir, que ce soit un patient ou que ce soit un groupe, une communauté ou de toutes les communautés, ou que ce soit une société. C'est de pouvoir mettre en relief deux facteurs très importants quand tout se passe avec des mots et rien ne se met en marche pour répondre à des urgences. Et ce que j'essaie de mettre en place, voilà, excusez-moi si vous permettez. Non, je vous en prie, bien sûr, pardon. Ce que j'essaie de mettre en marche, c'est que la conscientisation soit un travail de révision intérieure. Dans notre culture moyenne-orientale, dans la culture de notre pays, Béatrice, personne ne se trompe. Ah. Tout le monde a raison. Où vous voulez aller comme ça? C'est une question d'honneur? C'est une question de tradition. De tradition. On vit beaucoup plus selon des rituels passés, figés, de on a raison parce qu'on défend des options X ou Y, et parce que la tradition le veut, on suit des rituels qui nous donnent un contexte qui favorise qu'on aille dans cette direction ou cette autre direction. Alors que si vous dites on n'est pas d'accord avec ce monsieur, on a un avis différent, mais on peut continuer à discuter d'autres choses sur lesquelles on puisse s'entendre. Ah non, si on n'est pas d'accord sur ce point, on se ferme les fenêtres et ça ne va pas marcher. C'est comme si la tradition, c'est ce que je comprends avec ce que vous me dites et avec mes mots, c'est difficile d'introduire de la nouveauté. Il y a quelque chose, un ajustement conservateur permanent culturellement, et que du coup la nouveauté qui est amenée par l'urgence, qui est amenée par la crise, qui est amenée par la misère, elle ne peut pas mobiliser les gens parce que ce qui prédomine, c'est l'ajustement conservateur, et que vous vous battez pour amener de la nouveauté et que vous avez comme obstacle toute cette prudence et
et cette question de l'identité de soi qui est presque au-delà de la vie physique. Je ne sais pas si j'ai raison, si je vous comprends bien. Vous avez tellement raison. Vous êtes dans le précis de ce que j'ai énoncé. Je vous remercie de l'avoir mis en ces termes. C'est exactement ça. Ça veut dire ce que j'essaye modestement, avec mes moyens de bord. Je n'appartiens à aucun parti, je n'appartiens à aucun cloisonnement euh, euh, particulier. Par contre, j'ai toujours agi avec un esprit libre. Mais aujourd'hui, un esprit libre est de plus en plus freiné par des limites, parce qu'il ne faut surtout pas déplaire à des personnes en particulier. Ce qui veut dire que l'expression libre, qui est la base d'accepter la différence de l'autre, de reconnaître ses gaffes, de les dire, de les exprimer pour les connaître. Toutes ces étapes, les plus élémentaires d'une conscientisation. On parle de la Gestalt, mais si la Gestalt n'était pas dans ce monde, on aurait parlé tout simplement de conscientisation. Et cette conscientisation qui fait que regardons où nous sommes, ce que nous faisons avec nous-mêmes. Un centenaire après, nous sommes revenus en arrière au XXIe siècle. Et ce que j'essaie de transmettre, justement, c'est d'arrêter qu'on revienne en arrière avec les mêmes leitmotivs, de regarder ces traditions, de garder les plus belles choses qu'on a dans ces traditions. Elles ont des choses magnifiques, mais de ne pas s'arrêter aux traditions, aux leitmotivs, aux mêmes interdits, aux mêmes tabous, aux mêmes limitations, au même avalement de pensée, au même avalement d'expression émotive. Et qu'on se mette à reconnaître tous ensemble nos erreurs. Ça parle de la responsabilité. On est à ça, exactement. Sans cette table que, bon, ça c'est mon patron, donc revenons un peu à l'histoire, Dr. David Gorton, qui a été mon patron aux États-Unis, qui m'a formé à la Gestalt thérapie, le feu, Dr. David Gorton, un ami, un formateur d'abord et puis un ami, et qui m'a enseigné, quand je parlais de souffrance, il me dit, Joe, ce n'est pas les mots qui vont me comprendre, savoir, me montrer combien tu souffres, mais essaie de montrer ça avec des gestes. J'étais au 11e étage d'un gratte-ciel aux États-Unis, en Californie, et il me dit, tu parles de tes souffrances, tu parles combien tu aimes la terre, tu parles combien tu aimes l'agriculture, ton terroir, ton village d'origine, mais essaie de me montrer ça au-delà des mots. Tu m'as dit plein de mots. J'ai vu aucune expression. J'ai pas senti avec toi. Tu me l'as pas communiqué. Ah. Et imaginez-vous, je me mets à piocher au 11e étage d'un gratte-ciel. Et j'ai compris qu'il fallait que je lui montre quelque chose. Et dans mon expression de piocher, évidemment, c'était ça avec le geste. Il m'a dit, maintenant je vois ce que vous aimez. Je vois ce que vous aimez. C'est comme ce qui nous manque énormément dans notre cher pays, de voir que les gens s'aiment, de voir que les gens coexistent au-delà des mots, qu'on ait une journée sans parole. Une journée où on se rencontre, où on se regarde, et de dire ensuite ce que ça nous a fait. En d'autres termes, à qui vous adressez-vous? À qui donnez-vous ce message? Parce que vous écrivez donc dans la presse, vous avez aussi, vous êtes enseignant, vous êtes superviseur, mais à qui plus largement? Comment ça se fait cette... Non, je tiens à préciser ce point. Je ne suis pas du tout enseignant. Ah, je pensais que vous étiez formateur avec la Gestalt. Je suis formateur en Gestalt thérapie. Oui. J'ai été formateur donc aussi du même centre du Dr. David Gorton, mais je ne suis pas un enseignant, je suis un formateur. Oui, c'est la différence entre les mots et l'action, encore une fois. Et ce que je veux transmettre finalement, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas à une partie de la population ou à quelques personnes, c'est aux Libanais, où qu'ils soient dans notre pays ou qu'ils soient dans le monde. Et là, on parle beaucoup des élections prochaines. Que le Libanais se regarde et qu'au-delà du parti pris, du préjugé,
qu'il essaye de se découvrir un espace où il voit qu'il peut, au-delà des préjugés, au-delà du préconçu, qu'il peut découvrir l'autre dans sa différence, dans toutes les démarcations qu'il peut avoir par rapport à lui, comme quelqu'un avec qui il peut trouver des éléments positifs. Quelle que soit la direction de notre pays, nous allons vers des élections, je l'espère, que nous puissions aller vers une cohabitation qui soit plus de forme, mais une cohabitation qui soit issue de nos corrections. Qu'on puisse parler de nos erreurs pour les voir. Or, le grand problème, et je m'adresse là, que ce soit à des Libanais de mon quartier ou bien à d'autres Libanais qui sont à d'autres sphères, ce dont on a surtout besoin, c'est de reconnaître qu'on fait des erreurs. Béatrice, au Liban, si vous voyez quelqu'un qui vous dit « j'ai fait une erreur », eh bien, vous pouvez lui donner la médaille et la lui mettre sur sa chemise. C'est très rare. Par contre, chacun vous dit « j'ai raison ». C'est comme ça. Sinon, mais alors, comment adaptez-vous la Gestalt à cette culture, à ce pays, à ces résistances qui sont nationales finalement? Comment mettre en mouvement avec ce que vous pensez, croyez, votre propre formation? C'est quoi vos leviers à vous? Alors, mon levier est très simple. Il touche à deux volets importants. Le premier, donc, c'est le volet de mon travail thérapeutique. J'ai souvent des personnes qui sont coincées dans les mots et qui n'arrivent pas à vivre, à exprimer des vécus. Parce qu'ils se sont toujours habitués au supposé qui les comprend, de ceux qui les interprètent. N'oubliez pas, nous sommes dans un contexte où la thérapie analytique a pris son essor et est toujours importante au Liban, quoiqu'il y a des approches différentes qui se développent. Mais l'habitude du jeune homme, il ne faut pas oublier que dans tous les contextes, que ce soit le contexte familial, que ce soit le contexte social, communautaire, c'est le supposé savoir et faire est dominant. Donc, vous dites à quelqu'un, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Il dit, oui, mais il faut faire. Il ne va même pas vous répondre sur ce que lui pense individuellement. Donc, j'ai rencontré ces souffrances à travers des situations de personnes disloquées au niveau de leurs relations humaines avec d'autres personnes, des personnes dépressives, parce qu'ils sont dans le même leitmotiv et ils n'arrivent pas, ils sont, si vous voulez, dans les meilleures formes acceptables, mais eux souffrent de manque d'échange, de manque de communication, ils se sentent seuls parce que tout simplement, ils n'expriment plus des vécus, ils sont dans les bonnes formes. Vous êtes dans un pays où la chirurgie esthétique, par exemple, a pris des dimensions extraordinaires. Que ce soit, c'est surtout les femmes, si elles ne vont pas vers la chirurgie esthétique, elles sont regardées, ah, c'est pas arrangé, etc. Le naturel n'est pas très évident. Parce que... C'est comme si la persona, comme dirait Jung, est plus importante que tout. J'entends qu'il y a ça, j'entends qu'il y a aussi presque une forme de passivité, c'est-à-dire que l'autre, d'implicite, il y a le problème de l'implicite, tu vas forcément me comprendre, je n'ai pas besoin d'exprimer, il y a cette histoire de persona, et toutes ces choses qui sont en fait qui empêchent le contact, c'est que nous, on le définit, c'est vraiment la rencontre. Et j'ai l'impression, je retraduis, je reformule pour être sûr que je vous ai bien compris, que vous appuyez énormément sur l'awareness, qu'une des axes de travail, c'est l'awareness qui est massif, ce travail-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Et l'exemple peut-être, montrer comment on fait, parce que si on ne sait pas comment faire, comment ils vont apprendre? Tout à fait. Donc, dans l'acte thérapeutique, il y a la souffrance, et il y a la demande, et il y a de sortir de cela, et non plus avec les mots, mais un vécu émotionnel, et voir comment ils le vivent au présent dans la séance de thérapie. Donc, c'est là où se fait le processus. Et de découvrir la part du vécu émotionnel, alors qu'avant, c'était la mentalisation, le should be.
Et tout le travail, évidemment, se fait à partir de what I want to be, ce que je veux être, ce que je veux faire, ce que je veux faire de moi, ce que je veux faire aussi de ce que j'ai appris de mes traditions, parce qu'elles ont beaucoup de belles valeurs. Mais est-ce que je vais y être soumis ou bien est-ce que je vais garder mon libre choix? Je peux aussi avoir mes propres traditions, alors que chez nous, c'est vécu d'une façon un peu particulière. Et il y a l'autre volet, qui est le volet de la transmission médiatique, où quand je parle d'une situation, et là de plus en plus, parce que dans mes articles, et le prochain va être aussi dans ce sens, je parle de personnages qui se parlent. Donc, j'essaie de sortir un peu du texte classique pour faire des communications entre des personnes qui sont aussi d'identités religieuses différentes et voir comment ils souhaitent, ces personnes, comment ils cherchent à être elles-mêmes et pas seulement à être telles que les autres veulent qu'elles soient. Donc, ce leitmotiv de bonne forme. Donc, le but est finalement, et je vais m'arrêter en attendant votre question, le but au niveau des médias, c'est au moment où on parle le plus de faire des choses, moi je propose de commencer à mettre en action des exemples simples. Au lieu de se concentrer uniquement sur des projections, de regarder quand on veut parler de projet économique ou de projet social, d'avoir l'expérience, quel que soit le responsable, s'il veut décider pour des gens qui ont faim, d'avoir connu la faim, d'avoir connu la soif, d'avoir connu le désarroi. Et à ce moment-là, à partir de ce que la personne connaît en tant que responsable, et dire, moi, je ne veux pas que ce désarroi atteigne de cette façon les gens. Oui. Ils ont besoin d'avoir de nouveaux repères. Et peut-être organiser des vies collectives, des vies communautaires, des rencontres, des rassemblements, mais qui fassent partie du projet aussi de l'État. Et pas seulement au niveau des groupes sociaux et des mouvements de la société civile. En d'autres temps, moi, ce que je propose, c'est que tout le monde s'engage à se revêtir de la forme humaine pour s'y attacher et s'y accrocher. Et ensuite, chacun, évidemment, a ses choix, ses identités, elles sont libres. On est une république, du moins, avec des mots et des textes dans la Constitution. Donc, c'est ça. Mon projet, c'est de transmettre les étapes qu'on peut vivre simplement au lieu d'en parler, pour ne plus rester dans le langage interprétatif et la mentalisation, mais dans la pratique, que ce soit d'une nouvelle conscientisation de ce qu'on peut faire de différent à un niveau individuel, et puis ensuite, comment on peut le transmettre dans des échanges et des dialogues avec d'autres personnes, et puis le faire passer à des groupes, à des relations, pour que le vécu ne soit pas systématiquement « Ah, je sais ce que tu penses, ça y est, on n'en parle plus. » Ah non, non. Je sais ce que tu penses, j'apprécie pas beaucoup. Dis ce que tu as à dire. Et puis, j'ai envie de te dire autre chose. Ça te dit qu'on partage quelque chose qui nous fasse plaisir, qui ne soit pas nécessairement conflictuel, qui ne soit pas un préjugé, puisque moi, je pense comme ça, tu es différent de moi, et finalement, chacun va de son côté. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter d'être chacun d'un côté? Donc, ce qui est dramatique, Béatrice, c'est qu'on est dans un pays de coexistence remarquable, historiquement. Mais actuellement, à part les bonnes âmes, comme on dit, qui font de leur mieux pour rapprocher les gens, pour servir les gens, il y a des actions extraordinaires qui se font à ce niveau-là et à tout, et dans tous les sens. Aider pour fournir les habits, pour fournir la nourriture, etc. Et il y a des actions remarquables. Il y a quelque chose qui ne passe pas, ou qui passe très difficilement, c'est surtout ça, au niveau de tous les responsables. Chacun est dans un monde et chacun défend son monde. Et les gens attendent les bonnes âmes. Et ce que j'essaie de proposer, c'est que ça puisse porter à tous les niveaux et non pas seulement à ceux qui le font déjà. Je me sentais très triste, en fait, quand je vous écoutais. Là, progressivement, il y avait quelque chose je me sentais un peu triste et un peu découragée quand j'écoutais ça. Et du coup, ça me pose la question, c'est
où est-ce que vous trouvez du support? Où est votre support intérieur ou extérieur pour tenir le coup, pour face à cet énorme chantier, parce que ouais, c'est quoi votre... Mon support, mon support est intime. Il est, il est intime et il peut être mal interprété. Parce qu'on a tendance souvent à dire que l'acte thérapeutique n'est pas, euh, ne doit pas être, comme on dit, en relation avec la foi. Ah bon? Il y en a certains Ah qui oui, moi je ne préfèrent, suis pas de ceux-là alors. moi non plus. Et ça ne veut pas dire que l'acte thérapeutique dépend de la foi. Il dépend de critères et d'éthiques professionnelles indispensables. Mais ce qui me donne la force et le, la joie de servir à travers l'acte thérapeutique. Mm. Et ça, c'est toute la différence. Donc, c'est là où se met la place de la foi. C'est mon amour du Seigneur Jésus. Mm. Je suis un amoureux de Jésus. Ah oui. Mm. Je suis un amoureux de Jésus-Christ et je suis un amoureux du monothéisme. Donc il y a quelque Quand chose j'étais en vous. petit, quand j'étais Oui, petit, pardon. je veux dire le genre de famille que j'ai eu, et c'est un exemple remarquable, mon père était un cardiologue, un des premiers cardiologues au Liban, le docteur Henri Aouri. Je passais avec lui à la place au centre-ville de Beyrouth, et j'étais à côté d'une mosquée. Et je devais avoir les 8-9 ans. Je dis, papa, est-ce que je peux prier dans une mosquée? Il m'a regardé, il m'a dit les plus belles phrases que j'ai écoutées au niveau d'une coexistence pratique, effective, vécue, sensible et divine. Et il m'a dit, oui, certainement que tu peux aller prier. Tu te déchausses à l'entrée, tu rentres, tu pries de tout ton cœur. Et quand tu finis, tu sors. Quand tu veux. Et c'est ce que j'avais fait. Et vous l'aviez fait. Et je l'ai fait avec joie. Et je l'ai refait. Et je suis toujours un amoureux de Jésus-Christ. Ça ne m'empêche pas. Au contraire. Mais le monothéisme, parce que c'est ce que Dieu nous a transmis à travers ces religions. Mm. Donc, ce que j'essaie de communiquer ici, c'est que cette force, elle ne vient pas de l'État. Elle ne vient pas d'assurance. Avec ce qu'on a vécu, Béatrice, l'assurance, vous savez ce qui s'est passé, les sous des gens sont dans les banques, ils ont été dévalués. Ce que je ne vous dis pas, vous aurez ça. Vous avez probablement, ou vous avez peut-être lu cela dans la presse, Mm. les gens n'ont pas beaucoup de moyens aujourd'hui. On ne peut C'est pas plus que dire qu'ils ça, vont très oui. bien. Voilà. Donc, ce n'est pas l'assurance matérielle. Et moi, je suis un psy, je ne suis pas un entrepreneur. Et ce n'est pas l'assurance sociale. C'est mon métier. Mm. Mais je n'aurais jamais pu sortir de la dévastation du 4 août sans la force du Seigneur. Je n'aurais jamais pu continuer après le drame du 4 août et faire de mon mieux pour me débrouiller et remettre en place une maison dévastée sans la force du Seigneur. Personne ne m'a aidé. Et j'ai bien connu que l'autre problème que nous vivons, et d'une façon très intime, c'est notre dépendance à tous les contextes extérieurs. Au lieu d'avoir nos vécus à nous et notre autonomie de rapport, nous avons misé sur ce que les contextes régionaux peuvent favoriser. Et aujourd'hui, nous sommes dans une crise au niveau des contextes régionaux
qui font qu'on dépend encore plus parce qu'on n'a pas la contrepartie. Alors, c'est, à mon humble avis, très urgent de commencer par soi. Parce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de contrepartie, on reste dépendant du meilleur et du pire. C'est comme ça que vit le Liban depuis des années. Oui, oui. Ce qui me frappe par rapport à toutes les personnes que j'ai interviewées, au-delà de mon ignorance, et donc je connais l'histoire du Liban un peu parce que je suis française et qu'on a toujours eu des rapports assez proches, parce que moi, quand je suis née en 65 et en 75, dans ma communauté, à l'époque, j'étais dans une communauté religieuse et on avait accueilli un papa avec sa fille qui était réfugié libanais chrétien. Et je me souviens que c'était comme ça que moi j'ai compris la guerre. En fait, je ne savais pas ce que c'était une guerre, je ne savais pas ce qu'était une guerre civile, je ne savais pas ce que c'était. Donc, du coup, j'étais heureuse de vous rencontrer parce que j'ai quelque chose de fort. Et puis, j'ai eu des amis libanais plus tard, dans les années 80. Bref, je me rends compte de mon ignorance, je me rends compte des différences culturelles. Je me dis que j'aurais jamais assez d'une heure avec vous pour comprendre, mais ça me donne envie de m'ouvrir à la façon très particulière dont chez vous, la gestalt est liée à la fois, c'est presque comme si la gestalt était une frontière, à la frontière entre votre vécu intérieur individuel et l'environnement, mais avec des frontières très, très ouvertes. La politique fait partie de la gestalt et de votre positionnement intime, personnel. Votre foi est liée avec de la gestalt et aussi avec l'environnement social et la politique. Et c'est ces échanges-là qui me paraissent, pour moi, différents dans notre société extrêmement individualiste. J'ai l'impression qu'on part presque du contraire, où nous devons nous relier aussi. Nous aussi, on a des communautés qui se mettent en place de plus en plus, mais qui sont des communautés ultra individualistes. Il ne s'agit plus de groupes, où ce sont des micro-groupements. Et je trouve étonnant comment moi, en tant que thérapeute, je dois travailler avec l'environnement dans lequel je suis, la société dans laquelle je suis. Et je me rends compte que moi, je me retiens beaucoup d'un point de vue politique. La seule chose où des fois je me dis, ah, c'est politique ce que je fais, parce que Laura Peirce disait que être thérapeute, c'est un engagement politique. À partir du moment où on éveille la conscience des gens et qu'ils peuvent faire des choix personnels et s'engager personnellement, avoir cette conscience, ouvrir cette conscience personnelle pour qu'ils puissent faire quelque chose de ce qu'on a fait d'eux, c'est ce que vous disiez en d'autres mots tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi? C'est politique. Ça résonne un tout petit peu, mais je suis impressionnée, très impressionnée par votre engagement, qui bien sûr dépend du contexte dans lequel vous êtes. C'est presque comme si vous n'aviez pas le choix, mais en même temps, je sais que vous l'avez, ce choix, que ça fait partie de votre engagement, que vous avez décidé de faire quelque chose de ce qu'on a fait de vous, et je suis très impressionnée par ça. Voilà, je ne sais pas si je vous comprends bien, si vous sentez comme ma curiosité et de votre différence. Je suis d'ailleurs très touché comment dire, d'expérience que vous vivez aussi d'une façon en parallèle. Il y a un certain parallèle que vous vivez, et évidemment, c'est vrai, ici, la Gestalt n'a pas pour but de politiser l'acte thérapeutique. Ce n'est pas du tout, je tiens à cela. Quand je suis dans un travail thérapeutique, peu importe la personne qui vient chez moi, quelle que soit sa situation, son parti, etc., l'essentiel est de pouvoir répondre et aider la personne à regarder son vécu, à travailler sur des propositions qu'elle puisse intégrer à partir de ses moyens et de pouvoir travailler sur un processus qui réponde aux besoins les plus importants pour cette personne, sur laquelle se fait cette demande finalement. Elle vient pour être aidée au présent, avec une dynamique de ses moyens au présent. Et c'est ça finalement que j'essaie de mettre à jour dans un pays qui souffre depuis 100 ans et pour lequel le présent, Béatrice, est un mot. À part la nature,
qu'il y a autour de nous, qu'on a une splendide nature, comme on a une splendide géographie du pays, un très beau pays, il y a, à part la nature, ce qui est le plus pur dans ce qu'elle vous transmet, le rapport humain est très cloisonné. Et à part comment dire, des concomitances qui se font dans des groupes, dans des communautés, le rapport libre, affranchi de personnes qui sont eux-mêmes et qui n'ont ni tutelle, comment dire, une tutelle obligée. Je ne parle pas des tutelles choisies, on peut choisir la tutelle qu'on veut, mais des tutelles obligées qu'il faut qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas, et qui fait que le mode interdit est beaucoup plus important que le mode délibéré. Et en fonction de cela, vous vous cloisonnez sous des formes qui ont toujours fonctionné pour ne pas déranger, ne pas égratigner des susceptibilités, parce que c'est la tradition, c'est les formes, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et voyez par exemple dans l'éducation de l'enfant, et j'ai longtemps travaillé en milieu éducatif, en milieu scolaire, et dans des milieux pour des personnes handicapées et polyhandicapées. Voyez, les familles souvent de tradition, c'est quand il y a un problème, eh bien, on écarte l'enfant de la situation et c'est le parent qui s'occupe du problème. Et c'est ce qui a continué chez nous dans la tradition. À 18 ans, on est majeur. Et dans mes articles, je travaille comment faire travailler l'autonomie depuis le rapport parent-enfant pour qu'il puisse grandir et arriver à une autonomie d'adulte à 18 ans. Et pas on fait pour lui et puis ensuite. Donc, si vous voulez, la culture de dépendance, la culture de tutelle, la culture de tradition au meilleur sens et au moins bon sens, sont des cultures qui font de la personne une personne assujettie à des contextes multiples. Et ce qui reste, c'est montrer le machisme des uns, la féminité de l'autre, l'attraction, pouvoir récupérer quelque chose. Et en fait, il y a tout un monde qui n'est pas exploré. C'est être soi-même. Et regarder tout ce qu'on a. Et pour en prendre le meilleur, ça, c'est très difficile à faire. Il faut tout avaler. Parce que sinon, ça ne fait pas plaisir. Vous voyez? Donc ça prend beaucoup plus de place. Le should be que de what I want to be. I want to grow and be someone responsible wherever I am. Donc, ce que j'essaie de mettre en place, si vous voulez, c'est autant une proposition d'éveil qui est explicitée dans mes contenus d'articles professionnels ou bien dans mes textes que je médiatise. C'est autant ça que de transmettre finalement que ça, quelle que soit la structure de mouvement, de groupe, si on veut vivre ensemble, il faut d'abord bien se regarder en soi pour aller vers l'autre et non pas rester dans ses préjugés. Et ce qui est triste, c'est que ce message que j'essaie de faire, si ce n'était la volonté du Seigneur, d'essayer de faire passer quelque chose avec les moyens de bord qui sont mes moyens humains. Ce n'est pas facile à faire passer. Ça passe mieux, c'est mieux reçu, mais ça reste un type d'une autre planète. Il nous faudra du temps et malheureusement, je me dis, je sens tout le temps qu'il vous faudrait pour ce changement profond de société, d'État arrive et en même temps, vous êtes pris dans une urgence sociale et ça doit être difficile d'être au milieu de ça. Non, je suis très clair à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout agité sur mes expectatives parce que justement, je fais cela comme un rapport thérapeutique. Je sais que ça va prendre le temps qu'il faut. Après 100 ans, on aurait peut-être, si on est indulgent, besoin peut-être d'une cinquantaine d'années à
si on rentre dans ce processus individuel qui pourrait favoriser beaucoup plus rapidement une identité nationale, une identité citoyenne. Parce que l'identité citoyenne est inséparable de ces facteurs. Et on veut chercher la sécurité citoyenne, des gens qui peuvent nous appuyer, qui peuvent nous assurer. Mais on oublie qu'il y a la sécurité en soi qu'on a besoin de mettre en place. Et elle ne dépend que de chacun d'eux. Donc, je pense qu'il y a ce volet-là qui est à mettre en place, qui prend du temps, et c'est normal, ça va prendre du temps. J'espère qu'on soit plus nombreux à faire ce travail, qu'on ait un travail plus rigoureux à ce niveau, plus collectif, qu'il soit local ou international. Justement, je voulais vous demander si vous vous sentiez faire partie d'une communauté gestaltiste. Je sais que votre temps est compté, je vous coupe un peu pour… Je vous en prie. Oui, juste parce que là, ça me semble pertinent, puisque vous parlez d'international. Est-ce que vous vous sentez… quel est votre rapport avec la communauté gestaltiste? Est-ce que vous pensez qu'il y en a une? Est-ce que vous avez l'impression d'en faire partie? Est-ce que vous pouvez vous appuyer dessus? Ça veut dire, je transmets quelques articles, vous en avez reçu quelques-uns, j'envoie ces articles et qui touchent justement à ce processus de vécu pour un rapprochement humanitaire plus large, plus conscientisé et plus intégré aux besoins relationnels des uns et des autres. Donc ça, c'est un volet qui, je sais, va prendre du temps. Je sais que si je suis, comment dire, si ce travail se fait à plusieurs, pas nécessairement qu'on soit ensemble, mais qu'il se fasse avec des élans personnels et pas nécessairement groupaux, institutionnels, etc. Donc, chacun décide ce qu'il veut. D'une part, ça va favoriser évidemment ce développement, cet encouragement. Et d'autre part, je crois que finalement, moi, je ne mise pas sur la rapidité. Tout processus va prendre son temps et le but, c'est de commencer. Et je laisse l'avenir à Dieu. Ce n'est pas à moi de spéculer et je ne m'occupe pas de projection à ce niveau-là. Je me dis, tant que je peux être utile pour aider à conscientiser des vécus pour que le rapport soit meilleur, je ferai ce que je peux faire à travers mon expérience de thérapeute et à travers la transmission de cette expérience. C'est une question, c'est la dernière question, je pense, vu le temps qui nous reste. Peut-être il sera sans doute qu'elle soit courte et pourtant j'imagine qu'elle va vous mobiliser, je l'imagine, mais c'était quel est votre rapport au pouvoir et au privilège? C'est une question qui me paraît forte dans ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez, ou en ce que vous voulez, puisque c'est votre temps, répondre à cette question? Par rapport au pouvoir d'État, alors vraiment, là, vraiment, c'est libre et c'est large. Mais vraiment, le rapport au pouvoir et au privilège, vous la prenez comme vous voulez. Je vais vous répondre, pas en une façon jésuite, quoique j'ai appris à l'Université Saint-Joseph une partie et puis ensuite aux États-Unis. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi très positives de cette université. Mais je veux revenir à votre question. Je suis d'abord, et je travaille d'abord, et j'exerce d'abord mon rôle de serviteur de Jésus-Christ. C'est d'abord ce qui me fait respirer dès le matin jusqu'à la fin de la journée. Ce qui veut dire que le mot « avenir », pour moi, ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est de servir sans compte, à partir de ma profession. Entre autres, ma profession. Donc pour moi, le pouvoir, si on veut parler des communautés où nous sommes,
c'est de pouvoir servir Dieu sans compter. Et pour les privilèges, le vrai privilège que j'ai, c'est d'être encore dans ma tête après tout ce que j'ai vécu et que ma famille se porte malgré tout ce qui s'est passé. Et je ne veux pas rentrer dans le passé parce qu'il y a eu des choses terribles. Se porte bien, grâce à Dieu. Le privilège, où qu'il soit, pour moi, c'est le privilège d'être cohérent, sans avoir peur de l'exprimer, où que ce soit, dans le respect et dans la reconnaissance de la différence des autres. Voilà. Merci beaucoup, Joe, d'avoir C'est donné moi, de votre temps. Je suis c'est très moi qui vous touchée. remercie. Je vous remercie pour deux raisons, Béatrice. D'une part, parce que vous avez très subtilement échangé, mis en place cet échange. Et vous avez exprimé vos vécu par rapport à votre contexte, aussi votre passé. Et euh, je me suis senti très bien accueilli et je vous en remercie. Et vous m'avez permis d'exprimer jusqu'au bout des vécus sensibles, mais dont je suis convaincu en toute paix. Je vais appuyer sur le bouton stop. À bientôt. À bientôt.